Mais sans plus attendre, je me tourne vers vous, Sylvain Wasserman. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous 3 ans après avoir participé et conclu les débats du colloque. Finalement, en 3 ans, comment a évolué en France la société de l'engagement ? Eh bien, merci beaucoup. Une question abrupte pour commencer le débat. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et j'en profite quand même pour souhaiter des vœux d'engagement pour cette belle année 2021 qui s'annonce. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord dire que ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis les travaux du Rameau, que vous me faites le plaisir de m'inviter. Je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui pour apporter un retour d'expérience sur le cheminement personnel que j'ai pu voir, constater dans mes différentes vies, mes vies d'acteur associatif, d'élu local, j'étais maire de village, de responsable d'entreprise, parce que j'ai la conviction, et je crois que nous partageons cette conviction, que l'engagement citoyen en tant que tel, c'est l'une des solutions clés que l'on doit mettre en avant pour construire notre avenir, et que la question qui se pose très vite et que vous posez au travers de vos travaux, depuis la dizaine d'années que je vous connais et que je suis vos travaux, c'est finalement la question de cette co-construction du bien commun, de cette façon d'associer l'ensemble des parties prenantes à la construction de l'intérêt général. J'aimerais vous livrer, peut-être dans ce propos introductif, vous m'avez accordé 15 minutes, ce qui pour un parlementaire est énorme, donc je vais en profiter. D'abord vous dire qu'il y a un point commun aux 3 vies d'engagement que j'ai pu constater et sur lequel j'aimerais partager trois enseignements, si on peut le dire comme ça. La première, j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Unicité, que vous avez bien connue. Cette association fédère des jeunes en service civique qui agissent sur des projets d'intérêt général. Et j'en ai eu la conviction, en tant que coprésident de cette association, durant 3 ans, que cette énergie-là, cette façon dont notre jeunesse peut porter son engagement, a une utilité sociétale bien au-delà de ce que les jeunes en tirent comme expérience personnelle. Et que finalement, il y a beaucoup de problèmes de société que nos jeunes sont bien plus à même de résoudre avec leur action auprès des personnes âgées dépendantes, avec leur action dans les quartiers, avec leur action au quotidien. Ils savent déplacer des montagnes que vous et moi, avec nos cravates, on a moins de chances de réussir parce qu'ils ont cette énergie, cette force de conviction, cette approche active de l'engagement qui peut transformer notre société. Deuxième point, j'ai pu voir dans mon expérience de maire d'un petit village, 900 personnes en Alsace, que finalement le rôle des élus évolue. Et qu'au-delà du rôle traditionnel de décideur et de gestionnaire, qui est traditionnellement le rôle des élus, un véritable rôle se développe de catalyseur de l'engagement citoyen. Et que de plus en plus, l'élu doit compter avec l'engagement des citoyens de sa commune et a un rôle, je crois, de catalyseur, de faire émerger, d'accompagner l'émergence de cet engagement-là. Et puis troisième point, en tant que directeur général d'une entreprise, et d'une entreprise de taille intermédiaire de l'énergie, une entreprise locale, alsacienne, j'ai pu voir combien l'acteur économique a un rôle à jouer en tant qu'acteur citoyen et en tant que, on parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises, mais dans ces partenariats, dans les alliances dont vous parlez qu'ils sont capables de créer un rôle déterminant à jouer. Et donc j'aimerais partager pour ce début de vos travaux 4 idées que je soumets à votre avis et à vos réflexions. La première, votre question, c'est l'intérêt général, affaire de tous. J'ai pu distinguer dans mon rôle d'élu notamment 4 niveaux pour impliquer les citoyens dans la définition de l'intérêt général. Parce que, évidemment, le rôle de l'élu et de l'élu local, c'est de faire émerger l'intérêt général. La question, c'est comment on y associe nos citoyens. Et j'ai identifié 4 niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau de base, l'information. Évidemment, si on ne sait pas ce qui se passe, on a du mal à s'impliquer. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le niveau de base est évident. Le deuxième, c'est la consultation. Vous faites un petit référendum, vous interrogez, vous avez des réponses, c'est du oui ou c'est du non. Mais en tout cas, c'est un deuxième niveau d'implication. Vous avez le troisième que je résumerai sous la forme du participatif, de la façon dont c'était porté de démocratie participative, c'est-à-dire grosso modo, voilà ma politique publique, donc voilà ce que je pense être l'intérêt général. Qu'est-ce que vous en pensez, comment je l'ajuste, comment je le modifie, comment je l'affine avec vous. Et puis un quatrième niveau, qu'on ne peut pas appliquer tout le temps
et qu'on ne peut pas appliquer systématiquement, mais qui a une valeur, peut-être en 4e niveau, c'est ce qu'on peut appeler la co-construction. Et je voudrais dire tout de suite une pensée que j'avais partagée avec vous, Charles Benoît, c'est que pour un élu, il ne faut pas sous-estimer que la co-construction a quelque chose d'anxiogène, parce que vous partez d'un point A que vous connaissez, mais vous ne savez pas quel est le point d'arrivée, quel est le point B d'arrivée. Forcément, puisque sinon vous ne co-construisez pas. Si vous avez déjà le point d'arrivée, ce n'est plus de la co-construction. Et donc il faut accepter dans cette posture-là que l'élu se dessaisisse d'un certain niveau de contrôle et le construise avec ce côté de construire pas à pas, et donc d'accepter cette incertitude sur le point d'arrivée. Je pense que cet outil est extrêmement puissant. J'ai pu le mesurer dans différentes implications. J'étais président de la commission développement économique à la région. On a commencé pour établir la stratégie de développement économique par interroger 300 chefs d'entreprise. Je vous garantis que la stratégie qu'on a définie, aucun fonctionnaire à lui seul, aucun politique à lui seul, aucun chef d'entreprise à lui seul, le Césaire avait été très impliqué, donc le Césaire à lui seul n'aurait pas été à même de faire émerger la stratégie qui, je crois, a été positive à tel point qu'elle a été votée à l'unanimité par le Césaire représentant évidemment un panel d'orientations très très différentes, qui va de la CGT au MEDEF en passant par tous les acteurs de la société civile. Et je crois que c'était le signe d'une démarche qui se voulait un exercice de co-construction assumé, avec un résultat qui, je le crois, était totalement différent de ce qu'aucun des acteurs au départ aurait pu imaginer. Et par conséquent, j'aimerais dire que toute cette logique-là, de co-construction notamment, correspond à une tendance profonde dans notre société. Cette tendance, c'est ce que j'ai appelé l'ubérisation de la politique. C'est-à-dire que les citoyens veulent des circuits courts entre eux et la décision publique. Cette décision publique, ces politiques publiques qui sont définies par les élus, votées par les élus, décidées in fine par les élus, eh bien il faut trouver des moyens de créer des circuits courts entre les citoyens et ces décisions publiques. Alors c'est une évidence pour un maire de village. Aucun maire de village ne va faire un trottoir de sa commune sans consulter 3 fois parce que chacun veut plus de fleurs, moins de fleurs, plus de bitume, moins de bitume, plus de sécurité, moins de sécurité. Donc la co-construction, j'ai envie de dire, du quotidien paraît assez évidente sur cet angle-là. Mais cette logique de co-construction, cette logique change profondément les choses parce qu'elle est une espèce de désintermédiation de l'élu. On était habitué à avoir des citoyens qui élisaient des élus qui décidaient de la politique publique et de l'intérêt général, donc la façon de mettre en œuvre cet intérêt général. Et bien on doit travailler sur ces circuits courts dans toutes nos fonctions d'élus qui donc changent radicalement le rôle de l'élu. Je disais catalyseur de l'engagement citoyen tout à l'heure. Cette façon d'élaborer et de co-construire les politiques publiques, évidemment, est particulièrement structurante. 3e point peut-être que j'aimerais partager avec vous, si vous le permettez. Notre démocratie aujourd'hui, si effectivement on doit créer ces circuits courts, a besoin d'innovation démocratique. Et que finalement, quand on regarde, alors moi je suis parlementaire depuis 3 ans, quand je regarde les initiatives comme le grand débat, après l'épisode Gilets jaunes, ce grand débat qui était nouveau par son ampleur, par la façon de faire. Si je regarde la Convention citoyenne, je me rappelle que dans les 2 cas, au tout début, il y avait un grand scepticisme en disant tout ça est bien inutile. Mais ça correspond à cette tendance de fond de dire quels sont les nouveaux outils qu'on peut construire pour créer cet engagement citoyen, pour créer ces circuits courts entre les citoyens et la décision publique. Et finalement, maintenant, sur la Convention citoyenne, plus personne ne se demande si c'est utile. Tout le monde se demande, est-ce qu'on va bien écouter ce que la Convention a proposé ? Faisant glisser le débat de la forme même de cette innovation démocratique vers le respect par les élus des propositions qu'ils ont formulées. On a d'ailleurs le même débat sur le comité citoyen sur la vaccination. On verra ce qu'il donne, mais en tout cas, toutes ces formes-là sont des formes nouvelles d'innovation démocratique qui, à mon sens, n'ont qu'une seule finalité, c'est d'essayer de créer ces circuits courts dont je parlais tout à l'heure entre les citoyens et la décision publique. Et que finalement, il nous revient à tous ce rôle d'innovation pour essayer de proposer ces nouvelles formes. Nos démocraties doivent se réinventer, proposer ces nouvelles formes d'engagement et de circuits courts et de façon d'associer à l'intérêt général nos concitoyens. Et puis enfin,
j'aimerais souligner un risque que je vois en tant que parlementaire de ces circuits courts qu'on peut créer entre les citoyens et la décision publique. Et en tant que parlementaire, je vote des lois, et j'ai pu par exemple porter une loi sur l'engagement associatif. Cette loi, j'ai écrit aux 1000 associations de Strasbourg, il y en a 111 ou 112 qui m'ont répondu, j'ai travaillé avec une vingtaine d'entre elles pendant plusieurs mois pour arriver à un texte, une proposition de loi. Donc c'était très clairement cette logique de circuit court et d'implication et de co-construction. Mais en tant que parlementaire, et pour le coup je prends ma casquette de vice-président de l'Assemblée nationale, en charge notamment des lobbies, et pour avoir travaillé sur une table ronde pendant 48 heures dans un événement qui s'appelait 48 heures chrono sur les lobbies à l'Assemblée nationale, où tous les acteurs associatifs, économiques, représentants de lobbies étaient présents, journalistes étaient présents, il y a des conditions pour réussir cette implication dans l'intérêt général. Donc l'intérêt général, l'ouvrir bien sûr, mais il y a des conditions. Et en tant que parlementaire particulièrement, on le ressent, j'en identifie 4 dans un rapport que j'ai rendu au président Ferrand et qui trouvera ses premières traductions effectives en janvier. Des conditions évidemment d'absence de conflit d'intérêts, des conditions évidemment de transparence, des conditions de gouvernance aussi, dont on parle beaucoup avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et de conditions de ce que j'appelle le jugement libre et non faussé, c'est-à-dire la capacité de prendre sa décision, d'écouter ceux qui peuvent porter leur intérêt, qui n'est pas à lui seul l'intérêt général, mais qui fait partie de cette définition, de cette recherche de l'intérêt général. Mais ces 4 conditions me semblent être importantes et je crois que l'élu en particulier doit trouver cette traduction de ces conditions d'ouverture de l'intérêt général pour pas qu'il ne soit détourné de sa finalité même et qu'il serve évidemment des intérêts trop particuliers. Donc voilà, pour finir de répondre à votre question, je pense que ces 3 dernières années ont été extrêmement riches en innovation, comme je le disais, pour créer ces circuits courts entre les citoyens et la décision publique, en réflexion, et on voit la pression citoyenne autour de sujets comme les lobbying. Le lobbying est considéré très négativement aujourd'hui, mais si on parle de co-construction, alors bien sûr on parle d'impliquer les parties prenantes, qui portent des intérêts individuels, des intérêts associatifs, des causes associatives, des perspectives économiques, peu importe. Mais on parle de les associer. Et donc évidemment, c'est à certaines conditions que l'élu pourra garder sa fidélité à son principe fondamental de porter, en tout cas de mettre en œuvre l'intérêt général en s'ouvrant le plus possible avec lucidité et avec engagement. Voilà sur ces quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et on vous retrouve donc tout à l'heure pour vous remettre les fruits du récit de 7 ans de cheminement commun. À tout à l'heure donc. Très volontiers, merci.